Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Empire ottoman, et plus précisément de la fin de l'Empire ottoman, des années 1900 à 1950. Nous allons aborder l'Empire des jeunes Turcs, l'effondrement de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres, Mustafa Kemal Atatürk, le tout premier président de la République de Turquie, la révolution anatolienne, la guerre d'indépendance ainsi que le traité de Lausanne. L'Empire ottoman est, en 1566, à son apogée. La prise de Constantinople, renommée Istanbul, la domination de l'Empire sur les pays Balkans, une partie de l'Europe centrale, le Proche-Orient arabe ainsi que l'Afrique du Nord montrent au monde la puissance de cet Empire ottoman. L'Empire reste ainsi jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Puis, dès cette date, l'Empire est en plein déclin et enchaîne défaite sur défaite face aux puissances telles que les Espagnols, les Français, les Grecs, les Russes et le Royaume-Uni. Au début du XIXe siècle, un mécontentement grandissant contre le régime politique érigé par le sultan apparaît chez les jeunes Turcs des grandes écoles d'Istanbul. Ils prônent le nationalisme, souhaitent moderniser et réformer l'Empire ottoman. Ce mouvement, appelé les Jeunes Turcs, prend le pouvoir en 1908, après une victoire écrasante aux élections pour le Parlement. Le système autoritaire s'effondre, la censure est abolie, la police secrète est dissoute, les prisons sont ouvertes, les partisans les plus compromis de l'ancien régime prennent la fuite ou sont arrêtés. Istanbul est en pleine ivresse de liberté. Les Ottomans peuvent s'exprimer, se rencontrer et agir librement. Il y a de plus en plus de journaux. Les femmes en profitent pour descendre librement dans les rues pour manifester. En 1913, lors de la guerre des Balkans, une dictature est instaurée par trois grands courants idéologiques. Le premier, dirigé par Talat Pacha, prône un modernisme à l'extrême, sous l'influence du positivisme et de l'occidentalisme au mépris de la religion musulmane et de la culture turque. Le second, dirigé par Cemal Pacha, est un courant islamiste qui s'inscrit dans la communauté des jeunes ottomans, mouvement apparu avant les jeunes turcs, très similaire à eux, mais les jeunes ottomans n'ont pas réussi à rester en place et ont dû fuir en Europe. Ce mouvement veut rassembler l'islam et la constitution. Le dernier courant est le turquisme, dirigé par Enver Pacha. C'est un mouvement nationaliste qui remet à l'honneur les traditions asiatiques des Turcs. Le premier et le troisième courant dominent ensemble de 1908 à 1918 l'Empire ottoman. Les jeunes Turcs au pouvoir lancent une vague de révolution en Turquie et surtout à Istanbul. L'enseignement religieux est réformé et passe sous le contrôle du ministre de l'Éducation. La première loi sur les associations de 1909 donne une grande liberté de rencontre et de réunion aux Ottomans. Grâce à cette liberté, le siècle voit la naissance d'un type de littérature nationale. Les Ottomans s'efforcent de purifier la langue turque des termes arabo-persans. Un grand nombre de cercles de pensée voient le jour. Ils sont influencés par différents courants philosophiques occidentaux, comme par exemple le darwinisme, le matérialisme et bien d'autres. Parallèlement à cela, dès l'arrivée au pouvoir des jeunes Turcs, la Turquie est déjà en pleine crise diplomatique, qui conduit à la perte d'un grand nombre de territoires chez les Balkans. De 1911 à 1918, le pays se trouve presque toujours engagé dans des conflits ou des guerres. En Tripolitaine, contre l'Italie, dans une seconde guerre balkanique, contre les Grecs et lors de la Première Guerre mondiale contre la France et l'Angleterre. En Orient, Bagdad et Jérusalem, sous occupation britannique, se soulèvent contre l'Empire. L'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne, qui fut vaincue en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement unioniste démissionne et ses dirigeants s'enfuient. Le pays est pour la première fois de son histoire vaincu par les Français, les Britanniques, les Italiens et les Grecs. L'Empire doit signer l'armistice de Mudros le 30 octobre 1918, dans lequel il doit se retirer de la guerre contre la Grande-Bretagne et ses alliés. L'Empire ottoman est réduit à l'Anatolie,
et renonce à toute présence militaire au Yémen, en Syrie, en Mésopotamie et en Libye. Selon les conditions de l'armistice, les Alliés peuvent occuper le détroit des Dardanelles et du Bosphore. L'armée ottomane est démobilisée de suite. Lors de la conférence de San Remo, qui a lieu du 18 au 26 avril 1920, les premiers ministres anglais, français et italiens ont longuement discuté de l'avenir de l'Empire ottoman. Ils décident donc de morceler l'Empire. Après avoir déterminé le territoire de chacun, les Français, Anglais et Italiens ont très approximativement fixé les frontières d'une Arménie et d'un Kurdistan. Le traité est remis le 11 mai à Paris à une délégation ottomane. L'Empire avait bien conscience que ce traité signerait sa fin. Les 2 tiers du territoire seraient distribués aux autres pays. Le traité fut signé le 30 juillet 1920. Mais il est reçu comme inadmissible pour les nationalistes dirigés par Mustafa Kemal. Et à Salonique, en 1881, Mustafa Kemal voit le jour dans une famille modeste. Il a effectué ses études au sein de l'école de l'état-major, une école militaire. Comme la plupart des élèves des grandes écoles militaires, il est touché par le libéralisme des jeunes ottomans. Il est critique envers la politique du sultan, qui, selon lui, guide le pays à sa perte. Mustafa Kemal était un homme d'ambition, qui souhaitait occuper la première place au combat comme en politique. Il est envoyé au front et combat presque sans interruption durant 10 années, en Tripolitaine, aux Dardanelles, en Anatolie et en Syrie, durant la Première Guerre mondiale. Suite à sa conduite héroïque aux Dardanelles, il a gagné le respect de beaucoup de militaires et de personnalités importantes. En mai 1919, Mustafa Kemal débarque à Samsun, sur la mer Noire. Sitôt arrivé, il s'emploie à faire l'unité des différentes sociétés pour la défense des droits nationaux. Il s'oppose donc à l'occupation du pays et au régime du sultan. L'ascension du mouvement national connaît 3 grandes étapes. En juillet 1919, au congrès d'Erzurum, les nationalismes mettent au point une déclaration en 10 points sur l'intégration territoriale des régions de l'Empire habitées par les Turcs musulmans. Mustafa Kemal devient le président d'un comité représentatif. Puis, au mois de septembre, toutes les sociétés pour défense des droits nationaux sont unifiées, toujours dirigées par Mustafa Kemal. Enfin, en décembre 1919, les nationalistes s'installent durablement à Ankara. La guerre d'indépendance est l'événement fondateur de la République de Turquie. Cette guerre, de 1919 à 1923, oppose les armées et les fidèles de Mustafa Kemal contre les occupants se trouvant en Turquie. Les Italiens et les Français ont choisi de se retirer contre une compensation économique. C'est surtout contre les Grecs que la guerre est menée. Au cours de cette guerre, Mustafa Kemal investit des pleins pouvoirs de l'Assemblée, prend personnellement la direction des opérations militaires et appelle au patriotisme de la population. Toute l'Anatolie se mobilise afin d'aider l'armée. Les forces turques sont victorieuses, mais le prix à payer en vie humaine et en infrastructures est très élevé. Les Britanniques, conscients qu'une nouvelle Turquie est en train de voir le jour, signent un armistice en octobre 1922. C'est alors aux diplomates de négocier les accords de paix. Le 24 juillet 1923, à Lausanne, la conférence de la paix se termine avec la signature d'un traité dont les clauses acceptent l'existence d'un nouvel État turc totalement indépendant. Ce traité, nommé le traité de Lausanne, s'oppose au traité de Sèvres vu précédemment. Il définit les frontières de la Turquie ainsi que la répartition des territoires qu'occupait l'Empire. Je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter et j'espère que cette vidéo vous aura plu.